Venez tous. Je ne veux pas être tout seul, d'accord? Voilà. Tous ces gens que vous avez vus dans le making of, regardez, hop, c'est elle qui a les cheveux gras. Agnès, Mathilde qui est la bieuse, c'est grâce à elle qu'on est swag années 60. Donc voilà. Donc on va passer à la partie. Si quelqu'un a quelque chose à dire, moi je passe le micro tout de suite. Il y en a un autre ici. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur cette expérience? Tu es venu avec ta maman? Moi je trouve que c'est la première fois que je le vois sur un écran plus grand qu'un ordinateur et c'est quand même super beau. Hein. Vraiment, bravo les gars. Inès Vraiment. et Antoine Mario. C'est très beau. Voilà. C'est grâce à eux. Ça fait chier de pas le voir sur un encore plus gros écran. On va trouver un cinoche pour diffuser. Il faut qu'on trouve un gros cinoche. Enfin, même là c'est bien. Parce qu'il y a le mec qui crache dans la soupe là direct. Non mais avec un bon VP sur l'Arc de Triomphe, pourquoi pas, tu vois. Donc s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, allez-y, avant qu'on passe aux questions-réponses. Non, juste merci beaucoup de nous suivre sur YouTube et pour ceux, s'il y en a dans la salle, d'avoir participé à ces beaux projets-là, parce que effectivement ce qu'on fait sur YouTube, c'est une étape aussi des choses à dire et qu'on a envie de vous transmettre. Alors là, c'est le projet de John. On est vraiment une petite famille dans la vraie vie aussi, et c'est un plaisir pour nous de partager. Oui, parce que à la base, les Algériens, on s'en bat les couilles, vous n'êtes pas du tout attachés à la cause. Non, voilà, non, en plus, j'allais en venir là. C'est truc horrible de partager avec nous ce qui toi te tenait à cœur, et nous on était très fiers. Et moi je suis très content de vraiment, c'est une histoire un peu engagée. Beaucoup de personnes auraient dit non mais en fait on s'en fout des Algériens, c'est passé, c'est avant, qu'est-ce que tu viens nous faire chier avec ça? Et tout le monde est venu en disant mais bien sûr on va raconter cette histoire parce qu'elle est touchante et qu'elle rassemble plus qu'autre chose. Ouais. Et la preuve avec ma team, il n'y a pas d'arabe dans ma team. Je suis le seul, hein. Je suis le seul. Donc voilà. Ah, je suis le maître du micro. Ouais. Ben bien sûr, mais là on va faire. Alors je sais pas comment ça se passe, on va faire rentrer 2 personnes qui sont venues exprès pour ça. Donc venez directement et présentez-vous tout seul. Parce que je ne sais pas faire. Je ne suis pas présentateur, j'y arrive pas. Merci. Lance. John, demande des Mais oui, mais on va faire des questions-réponses. D'accord. On va faire des questions-réponses. Ah non mais attends, ah oui d'accord, pardon, excusez-moi. Très mal organisé, revenez les comédiens et tout. Parce que c'est vrai qu'on fait les questions-réponses et après la partie historique. Mais je suis nul, c'est pas mon métier à la base. Viens Inès, allez revenez. Si vous avez des questions, je passe le micro. Je suis désolé. C'est vrai qu'après on peut passer à... Parce que là on passe des questions sur le tournage, après on passe aux questions historiques. Là vous êtes important. Parce que... Si quelqu'un... Tu m'appelles si tu veux pour ton spectacle, moi je suis organisé. S'il y a quelqu'un des personnes qui ont des questions sur le tournage, sur le film, etc., il y a un micro qui va tourner, allez-y, n'hésitez pas, on est là pour répondre. Moi j'ai l'air totalement pas organisé. Alors bonsoir. Bonsoir. Alors comment tu t'intitules? Cindy. Bonjour Cindy. Petite question, qu'est-ce qui vous a donné envie de réaliser le court-métrage? Est-ce qu'il y a une idée motrice, quelque chose comme ça? La souffrance. Avant tout. Non, enfin moi pour ma part c'est l'histoire je l'ai écrite parce que je suis tombé sur cet événement et que ça m'avait touché de ouf et j'avais l'impression qu'on n'en parlait pas assez. Et petit à petit je me suis dit si j'en parle dans un podcast face caméra et tout c'est un peu ridicule, autant faire un vrai truc. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette histoire. Et ils m'ont rejoint pour la créer et le tout le monde d'ailleurs. Je suis tombé dedans comment? Dans l'histoire. Dans cette histoire, ouais. Bah, c'est vraiment sur internet, en lisant des articles, je suis tombé sur un article, j'ai fait mais c'est quoi cette histoire de ouf que je connais pas? Et du coup je me suis dit il y a plein de gens dans mon cas et grâce à ça j'espère c'est terminé. Mais moi je sais pas. Bah voilà. Enfin, je crois qu'on est très très nombreux à pas Oui, je pense que ouais, l'histoire elle n'était pas très connue et le fait de partager ça avec tout le monde, je trouvais ça important pour qu'on se rappelle. Et puis c'est pas on se rappelle et on se plaint, hein, c'est pas ouais regardez ce qui s'est passé, maintenant respectez-nous, non c'est on se rappelle et on se rassemble, c'est surtout ça. Mais respectez-nous, non. Une autre question sur le tournage? Osman, mesdames et messieurs, Osman, si vous avez vu l'esquive, il joue dedans, voilà, sur le poucave, vous en avez rien à foutre. Le petit dans l'esquive, mais là il est vieux maintenant donc.
Moi j'ai une petite question, je voulais savoir combien de temps ça t'a pris à faire tout ça. En fait, ouais, voilà, je veux savoir. Entre l'écriture et le tournage et, Ouais. et la diffusion, bah franchement, t'as bien vu, dans le making-of, on était en short au bout d'un moment. Et ça a été diffusé en octobre, donc ça m'a pris à peu près 6 mois pour tout ce qui est production et tournage, etc. Et l'écriture, j'ai mis 6 mois aussi, mais parce que j'y revenais tout le temps dessus en disant « Oh merde, si je dis pas ça, c'est pas bien, je vais me faire insulter si j'oublie ça, et tout, etc. » Donc ça a pris tout ce temps-là. Donc 1 an, quoi. 1 an en gros, ouais. En gros, mais vraiment en retapant dessus, pas 1 an non-stop dessus. Vraiment en revenant dessus et tout. Après la production, évidemment, ça allait assez vite, mais ça a pris du temps pour construire le truc. D'ailleurs, grâce à Blanche qui était là depuis le début, je le dis dedans. Merci Blanche. Oui, bonsoir Agnès, une question? Une question quelque part? Monsieur qui est là. Oui. Bonsoir, je m'appelle Abdellah. Bonsoir Abdellah, enchanté. Enchanté. Je voulais vous remercier déjà pour ce projet et pour cette soirée. J'avais une question, on va dire, un peu plus technique. Je voulais juste savoir pourquoi est-ce que vous avez décidé de le réaliser avec des pellicules. Eh bien, c'est là que ces deux personnes rentrent en fait. Allez. Parce que moi, à la base, à l'iPhone, j'aurais fait, hein, mais bon. Alors, pour expliquer assez rapidement le choix de la pellicule, ça a été tout d'abord un choix de production, dans le sens où pour justifier en fait les images, pour justifier le passage dans le passé, c'était un moyen assez pratique pour ne pas trop dépenser en termes de budget sur les décors, surtout en extérieur. Et donc la pellicule donnait de suite l'intention du passé, et donc c'est ça qui nous a convaincus. Et en fait c'est Inès qui m'a proposé, qui est ma chef opératrice. Et artistiquement pour moi c'était aussi un choix assez intéressant. Et la deuxième grande motivation de la pellicule, c'était d'ordre technique, on va dire, dans le sens où sur YouTube ça n'a jamais été fait, donc c'était aussi un défi intéressant. Et c'était aussi une manière de travailler totalement différente qu'on a l'habitude sur YouTube, parce que avec John on travaille aussi sur ces vidéos, podcasts, etc. Donc c'est d'autres façons de travailler. Et là pour le coup c'était une façon très studieuse de travailler, dans le sens où voilà, on a tant de pellicules, on ne peut pas dépasser, donc ils ne peuvent pas faire des conneries comme ils font d'habitude. Donc là c'était on répète, et quand on est prêt on tourne, et on a une prise, 2 prises, et maintenant tout le monde est concentré, ça permet de travailler dans un bon état de travail qui était bon, mais pour le coup assez satisfaisant. Ouais. Voilà. Et Inès. Alors ils ont trouvé ça tous hyper long, la mise en place, ils s'impatientaient, du coup c'est pour ça qu'il y a autant de rush et quasiment autant de rush du making of que du coup, mais en soi non, c'est juste que ça faisait sens par rapport à l'histoire, par rapport à l'ambition du projet, et c'était vraiment très très logique. Moi j'aurais que ça à dire parce que t'as tout bien expliqué, mais c'était vraiment un vrai choix, et c'était vraiment très évident par rapport à l'époque, vraiment un choix, parce qu'aujourd'hui c'est un choix de faire de la pellicule. Moi j'ai une anecdote d'ailleurs, parce que tu as dit qu'on devait se concentrer autrement et tout. J'ai un Nicolas merveilleux. À un moment, c'est pas dans le making of, à un moment on est autour de la table et il est 5h du matin, on n'en peut plus. 6h. 6h, ouais. 6h30. 6h, on n'en peut plus dans le bar, on est là depuis 11h dans le bar, c'est horrible. Et on craque, et à un moment, c'est quoi la phrase qu'il n'arrivait pas à dire? Tourisme Temporel. Tourisme temporel. Et on a... Tu l'as dit très bien. Vas-y, tu peux le dire maintenant? Tourisme temporel. Voilà, sur le tournage, on était trop fatigués de ouf et tout, on n'en pouvait plus. Et il fallait pas se foirer parce qu'il regardait, il gueulait, viens allez là, on avance là. Et puis on a l'impression, moi t'as envie de la sortir. Et là, à chaque fois qu'il disait la phrase tourisme temporel, parce qu'il disait tourisme temporel, tourisme temporel, et à chaque fois qu'il sortait cette phrase, on a tapé un fou rire. Mais vraiment, en plus, c'est pas un fou rire où t'es content de rire, c'est un fou rire, c'est putain, on se fait engueuler, les craquages. Et en plus, on se faisait engueuler parce qu'ils étaient vraiment vénères. On va pas. Ils disaient, allez là, c'est bon, on n'a pas le temps, vous êtes des gamins ou quoi? C'est un vrai projet. Donc, petite anecdote, voilà. D'autres questions? Ah oui, une autre anecdote, je regrette une scène. Vous avez vu le film maintenant. Je regrette une scène, maintenant qu'on a tourné. C'est la scène où Raphaël retourne voir Bernadette. Moi, quand je l'ai écrit, ça me fait marrer. petit bâtard. Moi, quand je l'ai écrit, ça m'a fait marrer qu'ils soient complètement cons, qu'ils la trouvent vieille. Mais quand en fait elle se retourne, elle fait ça me rend très triste pour elle en fait. Quand je vois le truc, je regrette juste cette scène là, voilà, bah, c'est tout. Des questions? Bonsoir. Moi c'est Théo. Salut Théo. Est-ce qu'on te retrouvera du coup sur d'autres projets comme celui-ci? Des courts-métrages, des longs-métrages Ouais, voilà. si t'as 20 000 balles à dépanner, ouais, En 20 000 peut-être pas, mais après, Non,
évidemment, ça donne envie de faire d'autres trucs. Et là, petite exclue, même si on n'a même pas la première étape comme dans Jour de pluie, je suis en train d'essayer de construire une série qui va arriver, qui sera avec la même équipe. Donc ce sera plus une série cette fois, un peu plus drôle. Ce sera dans l'univers du collège, je ferai un pion, ça s'appelle le pion. Je dis tout ce soir. Et donc ce sera plus ça, le prochain gros projet, ça va être la série. Parce que ça en fait, j'ai adoré le faire, c'est super bien et tout. Mais ça demande tellement de temps, tellement d'implication que quand ça sort après, tu te dis mais putain, mais c'est tellement dommage, j'aurais voulu faire 1 heure ou 2 quoi, faire un vrai film. Donc le prochain gros projet en mode court métrage, je pense que, Inch'Allah, ce sera un film. Mais en attendant, avant ça, on va passer par l'étape série pour pouvoir se former encore, parce que on est que des débutants encore, hein. C'est YouTube, je me suis formé comme ça. Donc petit à petit, chaque projet m'emmène à évoluer et la série, je pense que ça va aussi nous faire évoluer. De toute façon, je prends la même équipe, moi je suis un mec fidèle, toujours les mêmes. Donc voilà. Mais déjà dans ma meuf, bon déjà dans ce que John, bon on s'entend. Ouais. Déjà dans. C'est bizarre. Déjà dans ce que John fait, je sais pas si tu le suis sur internet, mais c'est voilà très engagé à chaque fois. Et même dans ma meuf la Kaira, mine de rien, on essayait aussi de défendre cette idée de mixité, du fait que on attend que la Kaira ce soit le garçon rebeu, et non, ça va être la meuf blanche. Et on va finalement dans chaque projet qu'on fait, et je pense que c'est aussi ça qui te mobilise à travers les vidéos, c'est au-delà de juste faire des vidéos sur internet, c'est d'essayer de porter des messages qui vont un peu plus loin que juste ouais on rigole, c'est très cool de rigoler, mais il faudrait pas que ça nous fasse oublier aussi les choses qui sont un petit peu... Ouais mais des fois je fais juste rigoler. Hein. Oui, non mais bien sûr. C'est pas tout le temps. Mais oui, mais c'est un très bon exemple sur ma meuf la Kaira, et c'est un exemple aussi de fidélité, parce que ma meuf la Kaira c'est Antoine qui l'a réalisé, il y avait Inès dedans, il y avait Agnès aussi, et en fait quand ça se passe bien dans un truc où je sens qu'il y a une énergie, un vrai truc, j'aime bien reprendre la même chose, et donc la série ça sera pareil, et je vais essayer aussi de mettre comme d'hab je sais pas si c'est une touche engagée ou j'en sais rien, mais c'est ce petit truc social, ouais. C'est juste pour que ça reste, parce que j'en ai fait plein des vidéos qui resteront pas, on s'en fout, quand je fais Vandame, il n'y a aucun message quoi. Mais encore que des fois, ou Karima, il n'y a aucun message. Mais je trouve que les vidéos c'est bien, je respecte les gens qui font ça, mais moi j'aime bien laisser une trace en fait, parce que les vidéos que tu fais juste pour rire, tu rigoles et après tu fais ok c'est cool, à la suite, suivant. Alors que quand ça reste un petit peu comme ça, tu peux la remater, montrer aux gens, faire regarde, ça c'est ce qui s'est passé ce jour-là, ou regarde ce qui se passe pour ces personnes et tout. J'aime bien laisser une petite trace, parce que sinon ça sert à rien. Mais des fois je fais des vidéos sans trace, attention, hein, ça veut pas dire que... Vraiment des vidéos jetables, hein. Il y a de tout. Mais c'est très cool d'ailleurs que vous soyez là, et je sais pas à quel point vous mesurez en fait l'importance que vous avez dans les démarches qu'on fait aujourd'hui. En fait, sans vous, que ce soit aujourd'hui dans cette salle, demain dans les cinémas, même si je sais que ça coûte cher d'aller au ciné, alors qu'il y a plein de choses aujourd'hui gratuites sur internet, on a énormément besoin de vous, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on va pouvoir aller récupérer de l'argent sans vous en demander à vous directement. Alors moi du coup t'as 20 000 balles. Parce qu'ils vont se dire, s'il y a des gens qui viennent, et ça veut dire que les gens ont envie de voir, et du coup aux créateurs de pouvoir faire. Ouais. Donc en fait on a vraiment besoin de toute cette énergie là. Mais typiquement sur Jour de pluie, c'est ce qui est bien, c'est que ça m'a rien rapporté déjà financièrement, que dalle. Moi j'ai pris. Hein. Non, ça m'a rien rapporté, mais je sais qu'avec un projet comme ça, je peux aller voir les producteurs, des machins, en disant regardez, je suis capable de faire ça, et on est capable de faire ça, et c'est grâce au public, etc. Et eux, ils sentent que le public suit, et ça les motive forcément, et c'est vraiment grâce à tout, c'est une espèce de Genkidama pour ceux qui regardent Dragon Ball Z. C'est une boule d'énergie positive, et du coup ça nous permet de faire des gros trucs quoi. Bonsoir Yesha, je voulais savoir, sans dénoncer, mais est-ce qu'il y a des personnes qui ont refusé ou qui ont hésité de participer au projet? Moi je poucave, ouais. Moi j'en ai rien à foutre. Ça se passe au niveau de la voix off, j'en ai rien à foutre, je le dis. C'est la voix off. Alors pour ceux qui ont reconnu, qui ont un peu d'oreille, moi je suis fan de doubleurs français. Ouais, je suis le seul, j'en ai rien à foutre. Comme je suis un peu doubleur aussi, j'ai doublé un peu Dragon Ball. Je le raconte ici. Le doubleur, pour ceux qui ont reconnu, c'est la voix française d'Al Pacino. Donc dans tous les films, dans Hit et tout, etc., c'est la voix française. Moi, rien que de la voir dans ce truc, c'était génial. Mais à la base, j'ai pensé à
alors ça c'est pour les vieux, hein. C'est à la voix française de Code Quantum, de Sam Beckett dans Code Quantum, la série. Et donc, je lui ai demandé, parce que ça faisait sens, parce que c'est un truc de voyage dans le temps. C'est une série, alors pour les jeunes, c'est une série des années 90 où un mec voyage dans le temps et change de personnage à chaque fois. Et je me disais que pour ce film, c'était parfait d'avoir la voix d'un mec qui voyage dans le temps. Et quand je l'ai appelé, il m'a dit oui, pas de problème, je vais voir le scénar. Et il a regardé le scénario et il m'a dit oui, désolé, je ne participe pas à ce genre de projet. C'est quoi ce genre de projet? J'ai pas compris. Et en fait, ouais, ça l'a freiné que ce soit un peu plus engagé. Alors qu'Al Pacino, rien à foutre. Ouais, bien sûr que je te le fais, mon bonhomme. C'est parti. Voilà. C'est la voix française de il est dans des pubs plein de fois maintenant quand je l'entends, je fais vas-y, c'est bon toi. C'est la voix française de Sam Beckett dans Code Quantum et dans plein de séries et de films. Il a refusé, je le balance, voilà. Bah non, mais s'il y a encore des questions. Ah, il y en a qui veulent se marier. Ah. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Une question du coup qui rejoint la dernière, c'est comment t'es venu l'idée de bosser avec Gilbert Melki, Proof pour la musique? Est-ce que ça a été facile de... Alors, je vais répondre pour Proof d'abord. Proof, c'est celui qui a fait la musique, qui est incroyable. Proof, c'est le compositeur de Medine, pour ceux qui connaissent un peu le rap. Medine, à Dean Records, qui sont basés au Havre. Et comme Medine, j'écoute ses sons de ouf tout le temps, et j'écoute tout le temps. Enfin, Medine, je suis complètement fan. Et je sais que ces instrus, je les kiffais vraiment. Par exemple, il y a une instru d'un son qui s'appelle Alger pleure, qui est magnifique, d'ailleurs je vous conseille de l'écouter, et c'est un son un peu oriental et tout, etc. Et je me suis dit, c'est ce genre de truc que je veux pour mon court-métrage, et donc j'ai appelé Proof, et je suis allé au Havre en urgence une semaine avant la fin du montage, et on a fait tout le son en 2 jours. Il est trop fort, il a fait ça en direct et tout, et donc voilà, Proof, c'est pour ça. Et Gilbert Melki, c'est que j'étais dans l'agence VMA, d'ailleurs on n'y est plus, on est dans la même agence. Et du coup, en fait, mon agent a envoyé le scénario à Clovis Cornillac et à Gilbert Melki, parce que j'ai demandé, j'ai dit en faisant le court-métrage, je me suis dit, j'aimerais bien qu'il y ait une grosse tête, que ça puisse toucher un public plus large qu'Internet et tout, etc. Et que ça nous mette un tampon validation, quoi. Et on a envoyé le scénario à Clovis Cornillac et à Gilbert Melki. Gilbert Melki a réagi, il a dit, moi je travaille à l'humain, comme j'ai dit dans le truc, donc on se rencontre, et si ça se passe bien, moi je le fais. Je suis allé le rencontrer, j'ai bu un verre avec lui. Dans un hôtel. Dans le bar d'un hôtel. Dans le bar d'un hôtel. Et du coup, c'est super bien passé, on a rigolé, on a parlé de tout. Et il s'avère que son fils aime bien ce que je fais. Alors, d'habitude, quand on me dit ça, moi je m'attends à ce que son fils a 14 ans et qu'il est fan de YouTube. En fait, son fils a 27 ans et il suit mon travail. Et du coup, il lui a dit, vas-y papa, tu vas voir, c'est bien. Et c'est super bien passé et il a dit oui, voilà, tout simplement. Vous avez quelque chose à rajouter? Donc on passe au côté historique. Exactement. Et là, vous pouvez venir, s'il vous plaît. Là, on va passer au côté historique de l'histoire. Parce que moi, je suis pas historien. Vraiment, je me suis renseigné comme vous pouvez le faire et tout, etc. Je suis pas hyper poussé dans tout ce qui est histoire. Et du coup, j'ai juste mis la lumière là-dessus pour que les gens aillent se renseigner. Moi, c'est vraiment une mise en lumière. Et les détails de cette histoire et de ce qui s'est passé, j'en connais. Enfin, je connais ce que j'ai lu, mais pas plus. Alors que ces personnes-là, s'ils connaissent vraiment bien, je vous laisse vous présenter. Samir, vas-y. Je vous apporte un siège au cas où. Non, c'est bon. Non. Quelques décennies nous séparent. Oui, mais si vous restez là 4 heures, il en reste 40. Non, mais ça va aller, vous inquiétez pas. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Oui, quelques décennies nous séparent et l'histoire nous rassemble. Celle que je viens de voir avec beaucoup de plaisir de revoir, parce que on m'avait envoyé le lien et je l'ai vu. Je peux rester quelques heures parce que je suis bavarde, mais je ne le serai pas. Mais j'ai vraiment envie de dire que j'ai beaucoup apprécié. Merci. Voilà, l'audace et puis l'originalité de cette histoire qui m'est chère pour des raisons tout à fait personnelles que je vais évoquer maintenant, mais qui sont très collectives, parce que cette histoire, elle appartient pas qu'à Samia Messaoudi, elle appartient à vous aussi, quelques générations plus tard. Et en 2 mots, moi je suis fille d'Algérien, je suis née en France en 55. Ça se soigne. Tout dit. Pardon ? Ça se soigne. Ça se soigne. Et mon père était un manifestant de la manifestation du 17 octobre 61. En voyant cet homme qui avait le sang qui coulait, je ne vais pas faire dans le pathos et plomber la soirée. Mon père n'était pas blessé,
Il était juste un des organisateurs et il a été à la manifestation, pas jusque sur les grands boulevards parce que la police, elle était là à l'entrée des banlieues. Et il a été porteur de cette mémoire qu'il a voulu transmettre à ses enfants, à nous. J'ai un frère aîné qui n'est plus là aujourd'hui, qui était manifestant aussi, parce que la manifestation, peut-être un petit moment d'histoire, elle était pacifique, ça a été dit aussi dans le film, elle était une manifestation pour dénoncer le couvre-feu qui était imposé par Papon, et que les Algériens devaient se rendre. Aux Algériens, c'est ça, ouais. Elle était, c'était juste pour les Algériens, et puis l'organisation du FLN, donc du Front de Libération Nationale, qui était l'organisation qui rassemblait les Algériens pour aller vers le cessez-le-feu, vers la fin de la guerre d'Algérie, moi je dis guerre de libération, était de dire qu'il fallait manifester dignement, endimanché, ce mardi-là, parce que c'était un mardi, c'était effectivement un jour de pluie, et les Algériens s'en souviennent encore aujourd'hui, ceux qui sont encore sur le pont Saint-Michel chaque 17 octobre, comme je le suis avec beaucoup d'autres depuis une bonne trentaine d'années. Donc ce 17 octobre 61 était important pour moi, je viens de le dire, parce que mon père nous l'a raconté. Il a dit à ses enfants, à chaque 17 octobre, vous savez, il y avait la manifestation, alors nous, de dire oui papa, tu nous l'as déjà raconté, avec à la fois, pas agacement, mais quelque chose qui était douloureux pour lui, parce que ça l'était pour tous les Algériens, puisqu'il y avait eu la violence dont on a parlé, que vous abordez là, avec cet homme qui symbolise la violence qu'ont subie les Algériens. Et il y avait ce silence, où effectivement on n'avait pas parlé. Dans d'autres familles, on n'avait pas parlé, dans la mienne, on avait parlé. Quand on est militant, responsable, on transmet l'histoire. Ça s'est fait pour d'autres conflits, comme en 14-18 ou en 39-45 par exemple. Les choses étaient dites, pas dans toutes les familles, mais l'histoire était dite. Donc moi, elle m'a été rapportée, et j'ai eu, quand j'étais lycéenne, je me souviens, on avait un sujet libre, à raconter, et j'ai raconté le 17 octobre 61. Ça avait surpris les élèves, je me souviens, et voilà. Un peu plus tard, universitaire, étudiante, j'ai décidé de travailler sur cette recherche. Quand mon père nous disait, mais tu sais, il y a eu des morts. Bah oui, mais pourquoi qu'on n'en a jamais parlé, ni dans les journaux, ni ailleurs? Et j'ai commencé à travailler. Le jeu devient très collectif très vite, puisqu'on a, avec un complice et ami qui s'appelle Mehdi Lalaoui, on a créé une association qui s'appelle Au nom de la mémoire, en 81, et c'était pour les 20 ans de 61, et qui correspondait à cette mémoire qu'on allait travailler en interrogeant des aînés, des parents, nos parents, et parce que son père aussi était un manifestant, puis en interrogeant aussi des hommes et des femmes français qui étaient aux côtés des Algériens à cette manifestation du 17 octobre 61, ce qu'il ne faut pas oublier évidemment, parce que c'était aussi une affaire, un rassemblement qui était certes pour les Algériens, mais dont des Français étaient aux côtés, des Français pacifistes, et qui étaient des indépendantistes, et étaient aux côtés des Algériens. Donc moi j'ai travaillé là-dessus, le temps a passé, je suis devenu journaliste, et j'ai décidé d'écrire là-dessus pendant des années, au travers des témoignages. J'ai rencontré des hommes et des femmes qui avaient manifesté, des descendants de cette histoire du 17 octobre 61, et on a publié un certain nombre de livres qui racontent cette histoire du 17 octobre 61, et Mehdi Lalaoui, qui a, en 91, 10 ans après cette association qu'on avait créée, réalisé le premier documentaire qui allait être Le silence du fleuve, dont on voit une image d'ailleurs dans le film, et qui est aussi la couverture du livre qui porte le même nom, Le silence du fleuve, le silence du fleuve, pardon, et qui donnait la parole à des témoins du 17 octobre 61, des manifestants. Et juste pour finir, parce que je pourrais être bavard longtemps, ici on noie les Algériens. Ce qu'on voit dans le film, je vais vous raconter l'histoire, parce que quand on travaille et passionnément et avec beaucoup d'émotion sur cette histoire, il se trouve que j'ai rencontré cet homme qui a écrit « Ici, on noie les Algériens ». En fait, ils étaient deux. Il y avait le père de la comédienne Juliette Binoche, qui a écrit avec un autre homme qui avait, je crois qu'il est décédé maintenant, pas le père de Juliette Binoche, mais l'autre, Mention. Il s'appelle Mention. Et qui était un jeune étudiant, révolutionnaire, trotskiste. Et ils ont écrit ça au petit matin du 17 octobre 61. Et ils ont appelé un photographe du journal L'Humanité,
qui a pris la photo. Et la photo, elle a été, dans les jours qu'on suivi dans la presse, elle est maintenant le symbole, entre guillemets, de cette manifestation qui était effectivement d'une violence terrible, puisque on a tué des Algériens, on les a battus, on a attaché leurs mains et on les a balancés sur le pont Saint-Michel, des hommes et des femmes qui manifestaient pacifiquement contre ce couvre-feu. J'en ai fini pour... Moi j'ai découvert quelque chose avec les commentaires sur internet, parce qu'il y a des malades mentaux. J'ai découvert qu'il y avait aussi du négationnisme là-dessus. Bien sûr. Mais je savais pas, je pensais que c'était avéré pour tout le monde et en fait j'ai eu plein de commentaires à base de on les a jamais retrouvés les corps, c'est n'importe quoi, on les a jamais vus. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que je pensais pas qu'il y avait aussi du négationnisme là-dessus. Donc voilà. Ça, c'est le côté historique que pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, on disait qu'il y avait 3 morts. Il y a un homme qui est remarquable, qui n'est plus lui aussi, Jean-Luc Kennedy, qui a fait un travail très précis sur justement les morts en allant aux archives fluviales, donc là où il y a tous les corps qui sont repêchés dans la Seine. Il en a trouvé quelques dizaines. Il est allé aux archives des hôpitaux de Paris, là où il y avait dans les grands livres, voilà, où on déclare un blessé, voilà, etc. Toutes des pages et des pages et des pages de 17 octobre, 18 octobre et 19 octobre, donc des hommes qui étaient restés sur plusieurs jours dans les hôpitaux suite aux blessures. Donc il y a vraiment eu des preuves. Alors non seulement il y a des preuves en termes de chiffres, mais il y a aussi les noms et ce travail minutieux qu'avait fait Jean-Luc Kennedy et raconté dans un livre, La bataille de Paris, qu'il avait publié à l'époque. Enfin à l'époque, il y a une bonne vingtaine d'années, en tout cas de 91, je crois, ouais. Et voilà, donc il y a vraiment la preuve la preuve si je puis dire, en tout cas la réalité est celle-ci, c'est qu'on n'a pas eu 3 comme disait le préfet Papon, mais il y en a bien eu des centaines, puisque c'est ce qu'on dit. Et juste pour terminer, je passe tout de suite la parole à Georges Morin. Moi ce qui me plaît dans ce travail que tu as réalisé, c'est qu'effectivement c'est aussi une accessibilité à la connaissance au travers un court-métrage, parce que combien de temps il fait, c'est un court, 17, on est presque dans le moyen-métrage. Ouais. Donc voilà, c'est important aussi qu'il y ait des films comme ça, avec, je l'ai dit tout à l'heure, avec cette audace et cette originalité de traitement sur un fait, voilà, et l'engagement que tu portes. À la Nuit Blanche à Paris, qui avait lieu il y a, en octobre là, il y a 2 personnes qui ont fait un travail remarquable sur le 17 octobre 61, je vous le livre parce que c'est important, pour vous dire qu'un film et cette installation qu'avait fait ce couple, ils avaient décidé que toute la nuit de la Nuit Blanche, il y aurait des voitures qui seraient stationnées sur une rue où il y a eu le parcours de la manifestation du 17 octobre 61 avec les phares allumés. Et que tous les gens qui sont dans ce délire de la Nuit Blanche dans Paris, et c'était dans le 18e arrondissement, allaient passer par là et ils verraient des voitures allumées sans personne dedans, hein. Juste, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ces voitures allumées, etc. Et là, il y avait quelques personnes qui expliquaient pourquoi il y avait des... pourquoi il y avait des voitures, avec voilà, ça symbolisait la nuit à Paris avec une manifestation et les voitures pouvant rappeler des manifestants qui étaient là. Et je trouvais que c'était... Moi, ils m'ont appelé pour avoir des images d'archives, parce qu'en même temps, il y avait un petit film dans une voiture. Il y avait un ordi, et puis il y avait des extraits du film de Mehdi Lalaoui, Le silence du fleuve, qui passait pour que les gens, pour en savoir plus, pouvaient voir. Mais je trouvais que c'était une installation tout à fait intéressante comme démonstration d'un sujet historique, d'actualité qui voulait mettre en ce samedi d'octobre pour les Nuits Blanches. Après, il y a des livres qui sont sortis là-dessus, il y a des romans qu'on a écrits autour du 17 octobre 61. Et je trouve que voilà, toute cette diversité de connaissances sont importantes pour l'histoire et la mémoire. Je vous remercie. Donc moi je m'appelle Georges Morin, tu l'as déjà dit, tu as vendu la mèche. Et moi je suis né en Algérie, je suis pied noir comme on dit. C'est-à-dire je suis de parents européens, français, émigrés en Algérie, hein, l'immigration elle est dans ce sens. Alors, en 2 mots, donc je vais terminer la présentation non pas de ma petite personne, mais de l'association que j'ai créée avec des amis, dont Samia en 1985. 1985, donc je suis en France, donc j'ai vécu 25 ans en Algérie.
Mes parents sont restés en Algérie jusqu'en 1979, c'est-à-dire 17 ans après l'indépendance. Donc j'ai jamais quitté Constantine jusqu'en 1979. Mais je suis venu entre-temps faire mes études en France. J'ai fait des études de Sciences Po à Grenoble et je suis devenu universitaire par la suite. Et puis en 1985, donc je suis à Paris et on se retrouve un soir dans un anniversaire d'une amie algérienne d'Alger, mariée à un Français qu'elle avait connu à Alger. C'était toujours très compliqué les histoires franco-algériennes. Et on était une trentaine et on s'est... 85, donc il y avait eu 83 les municipales, les élections municipales, avec pour la première fois une alliance entre un parti républicain, qui était le parti gaulliste, et puis le Front National. Première fois dans l'histoire de la France qu'il y avait cette alliance. Ils avaient fait une liste commune pour conquérir la municipalité de Dreux. Et puis en 84, il y a eu les européennes, Le Pen qui commence à monter, qui était à 10-12%, oui, ça a depuis progressé. Et toute cette soirée, donc on attendait les élections de 1986, les législatives, où on savait très bien, les sondages disaient que le FN allait encore grimper, ça n'arrêtait pas de grimper. Et on s'est retrouvés donc à cet anniversaire, qui devait être un moment très, très sympathique, très convivial. On a presque pas touché au gâteau, on a parlé que de ça. Que devient ce pays? Et dans cette assemblée, il y avait des Français, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, des chrétiens, des Juifs, des musulmans, en fait, toute la tchouk-tchouka de chez nous. Et on s'est dit, mais on est là, on devrait tous se taper sur la gueule, hein, des pieds noirs, des Algériens, des fils de Harki, des Marocains, etc. Donc, on a des histoires tellement compliquées les uns et les autres que non seulement on se tape pas sur la gueule, mais en plus on est rassemblés, on est unis, et on ne supporte pas ce racisme qui monte en France contre nous. On se sentait tous maghrébins, c'est-à-dire on avait des racines là-bas, quelqu'un, je ne sais plus qui c'était, qui a dit, mais finalement, tous, tant qu'on est ici, on est tous des victimes du colonialisme. Parce que ça veut dire que moi, le pied noir, le fils du Harki, le fils du Maquisard FLN, si on était en France, on était tous des exilés. Et pourquoi on était exilés? Parce qu'il y avait eu la guerre de libération en Algérie, parce qu'il y avait eu 132 ans de colonialisme, qui était une chose horrible que j'ai découverte quand j'étais gamin, grâce à des parents et des enseignants qui étaient des gens courageux et honnêtes. Donc on s'est dit, on est tous là, on est tous victimes de ce racisme que la France a pratiqué malheureusement en Algérie. On partait là-bas, quand on étudie l'histoire, on dit oui, vraiment la France, elle allait civiliser une nation inférieure. Quand on va coloniser les autres, il faut toujours qu'ils soient inférieurs, sinon c'est pas justifiable. Donc la France est partie là-bas et elle a enseigné la liberté, l'égalité et la fraternité tout en foulant au pied ces principes en Algérie. Donc on s'est dit, on peut pas rester comme ça, inactifs, nous plus que les autres, et on va donc, on était tous plus ou moins des profs, des journalistes, des gens qui avions un petit peu qui connaissions un petit peu l'histoire, et on s'est dit, on peut pas rester inactifs, et on doit d'abord montrer que nous sommes, c'est une amie qui avait dit ça aussi, on est, ce que je vous disais tout à l'heure, cette extrême variété de gens que nous étions, toutes ces catégories de population que nous représentions, et des histoires tellement compliquées, eh ben, on est là tous. Et déjà, si les Français, parce que notre cible c'était les Français, si les Français nous voyaient, déjà ils se diraient, tiens, il se passe quelque chose de bizarre, comment des Juifs, des chrétiens, des musulmans, des Algériens, des Marocains ensemble, il y a un problème qui se passe. Donc on va déjà leur montrer qu'on est là tous ensemble, que ça nous fait du bien. Et puis surtout, on est sûr que le racisme, c'est une maladie universelle. On est tous racistes. Un bébé, quand il naît, il est raciste parce que le racisme, c'est quoi? C'est j'ai peur de l'autre. Et j'ai tellement peur que je n'arrive à le haïr. Donc, on a peur et on n'a rien inventé de mieux à travers la terre et à travers le temps que l'éducation et la culture pour juguler le racisme. Parce que quand on connaît, on a moins peur. Donc on peut regarder l'autre avec notre visage, et puis plus on le connaît, plus on le respecte, plus on l'estime, et puis voilà, on peut passer de la peur à l'amitié, à l'estime, à la fraternité. Donc on est dit, on va créer une association qui, va montrer que nous tous, on est capable de se réunir,
alors qu'on ne devrait pas l'être. Tout nous pousserait à nous affronter. Et bien on va montrer qu'on peut se réunir. Et deuxièmement, on va avec notre modeste échelle, on va essayer d'utiliser la connaissance et la culture. La connaissance parce que ça s'adresse au cerveau, on apprend des choses, et puis la culture parce que ça touche le cœur. Le livre, c'est le voyage, c'est l'émotion, voilà, le cinéma c'est pareil. Voilà. Donc ça c'est Coup de Soleil. Donc on existe depuis 1985, et alors je termine la grosse minute de pub, tu vois, les pieds noirs ils sont bavards aussi. On va faire la 24e édition, une grosse manifestation qui s'appelle le Maghreb des livres, qui se tient à l'Hôtel de Ville de Paris depuis 2001, et dont on va fêter donc la 24e édition à l'Hôtel de Ville, dont je vous invite, on vous a distribué des petits papiers sur Coup de Soleil. Vous nous envoyez votre adresse, et puis on vous écrira pour vous informer de tout ce qu'on fait, ça devrait vous intéresser. Voilà. Alors je reviens maintenant à 1961. Moi, en 1961, j'étais lycéen à Constantine, dans ma ville natale, et alors j'avais manifesté en 58 pour réclamer le retour du général de Gaulle au pouvoir, comme tout le monde en Algérie le faisait, parce que de Gaulle il avait une double visage. Il était à la fois l'homme de la résistance, hein, qui représentait qui avait rétabli la République en France. Donc ça, c'était pour les gens de gauche, c'était le cas de ma famille. Et puis pour d'autres, c'était le général qui allait rétablir l'ordre, qui allait mater la révolution, qui allait mater les Arabes, etc. Bien. Donc il y a eu une grosse ambiguïté que de Gaulle a fini par trancher, parce qu'il a fini par la colonisation de l'Algérie est tellement pesante et lourde, aussi bien en pertes humaines et en finances simplement. Hein. Donc comme il avait des ambitions pour la France, il a préféré prendre j'arrive pas à dire, l'instrument des chirurgiens, le scalpel, voilà. C'est comme le tourisme temporel, ça. Le scalpel temporel. Il a voulu débarrasser l'Algérie, la France du poids algérien. Et donc, alors en 1961, je ne l'ai pas su. Personne ne l'a su, parce que personne n'en a parlé, ni en France, ni en Algérie. Hein, même des journalistes courageux, ou alors c'était des presses confidentielles. Bon. Et je l'ai découvert en France, et je l'ai découvert très tardivement. Et parce que j'ai commencé quand même à regarder un peu la guerre d'Algérie de près, parce que la guerre d'Algérie, silence. En Algérie, on vous enseigne la guerre d'Algérie, c'est comme un peu la résistance en France. Un peuple tout entier qui se dresse contre l'occupant. On sait que c'est pas, malheureusement, aucun peuple n'arrive à faire une telle unité, même malgré les indignités qu'il subit. Et puis, l'Algérie, elle a commencé en 54 avec le FLN, et puis voilà, depuis, un seul héros, le peuple, et voilà, on sait où on en est aujourd'hui. Donc il y a cette espèce d'occultation, et c'est normal. La France, après la défaite de 1871 avec la Troisième République, elle a inventé une histoire qui est très, très, très symbolique, très, qui est glorieuse et qui permet de forger une nation. L'Algérie, elle a fait comme tous les autres peuples dans le monde, elle s'est forgée une histoire beaucoup plus récente, pour ceux qui ont décidé de suivre cette voie-là. Et donc les jeunes Algériens aujourd'hui, ils ne connaissent que, malheureusement, et c'est les Algériens qui le dénoncent, dans la presse algérienne, à l'école, l'histoire, c'est vraiment l'histoire de, voilà, ça a commencé, il y a les Français, puis après il y a eu la Révolution, et puis voilà, maintenant, il n'y a que ça. Voilà. Heureusement que depuis 88, qui a été la première révolution arabe, l'Algérie s'est libérée, les journalistes, les historiens, c'est des choses que tout le monde connaît, puis l'Internet, bien sûr. Voilà, donc ça c'est c'est la découverte de 1961, mais même en France, évidemment, on parlait de Papon, hein, alors Papon, préfet de police, dont on a retrouvé ensuite la trace quand il était à Bordeaux en 39-45, où il traquait les Juifs. Donc il traquait les Juifs en 39-45, il massacrait les Algériens, voilà, c'est un peu le personnage. Donc Papon, Roger Frey, dont on ne parle jamais, qui était le ministre de l'Intérieur, et puis, quelle que soit l'admiration que je vois de Gaulle l'a laissé faire, même si ça l'a gêné, il y a eu des sanctions qui ont été prises, mais elles ont été, c'était réel par rapport à ce qui s'était passé, c'était un massacre horrible. Et ce que disait Samia, moi qui étais, j'étais prof à Sciences Po, je creusais, alors il n'y avait pas Internet à l'époque, donc il fallait aller aux archives, peu de gens avaient écrit. Donc, comme tu dis, toi tu parles d'une famille dont le papa était un militant, il vous a raconté, mais même c'est un peu comme les soldats français qui ont fait la guerre d'Algérie, quoi. Pendant 20 ans, on ne parle pas. C'est tellement horrible.
Simone Veil qui vous raconte dans les grandes concentrations en Allemagne, on ne parlait pas parce que Simone Veil le disait, j'ai vu une émission de télévision, elle disait mais la Shoah, quand on parlait des camps de concentration, même des juifs, ils ne nous croyaient pas. Donc voilà, c'est tout. Chaque fois qu'un peuple ou une population traverse des périodes aussi horribles, on met une chape de plomb dessus, c'est une façon de guérir, c'est une guérison et tout, bon bref. Donc, 1961, grâce à Coup de Soleil, on a fait beaucoup de manifestations, et Samia était associée dès le départ à cette association, elle est membre depuis 1985 aussi. On a beaucoup, alors évidemment après Bertrand Delanoë en 2001 qui a mis pour la première fois une plaque pour commémorer les massacres de 1961. Sur le pont Saint-Michel. Sur le pont Saint-Michel, voilà, là où il y avait eu le plus de gens blessés, jetés, menottés, comme on disait, à la Seine et qui se sont noyés. Donc ça fait partie, alors évidemment l'association Monde de la Mémoire fait beaucoup plus de travail que nous parce que c'est vraiment leur objectif de ne jamais laisser un coin d'ombre sur l'histoire franco-algérienne en particulier et d'autres, même la Nouvelle-Calédonie et ailleurs. Voilà, donc nous on essaye de mettre en valeur chaque fois qu'il y a un anniversaire, on essaye de rappeler, et puis surtout, alors je terminerai par là, j'ai été à la fin de ma carrière inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale, et Jack Lang, c'était en 2001 je crois, ou 2000, il était ministre de l'éducation nationale, il avait organisé un colloque qui a duré 3 jours entre des enseignants, des inspecteurs de l'administration de l'éducation nationale, des instituts, des profs, et le colloque s'appelait, il y a un petit livre, on va essayer de le retrouver, il existe encore au ministère, qui s'appelait Comment enseigner en France le Maghreb et la guerre d'Algérie. Parce que la guerre d'Algérie, elle est centrale, évidemment, dans les rapports des Français au Maghreb. Et donc, on a passé 3 jours à discuter, et c'était extraordinaire. Alors, le ministre se défendait en disant, parce qu'on disait, oui, mais comment la France aussi, elle cache les pages les plus sombres de son histoire. Et Jack Lang disait, mais pas possible, regardez le programme, telle année. Et puis, dans la salle, on avait des assises qui disaient, oui, mais d'accord, alors, premièrement, on n'a pas beaucoup de temps pour faire l'histoire. Très souvent, ces programmes, même si c'est écrit, l'enseignant doit parler de la révolution algérienne, de 1961, etc. Mais on n'a pas le temps de le faire parce qu'on cavale dans l'année. Et puis moi, je me rappelle un instituteur qui était dans le Var qui me dit, alors, je dis, il faut absolument apprendre aux gosses de France, quels qu'ils soient d'origine vietnamienne, algérienne, espagnole, il faut qu'ils connaissent l'histoire de leur pays, et notamment cette histoire-là, qui est... Sinon, si on garde des secrets aussi horribles, on est mal. Si je peux me permettre, je le dis un peu dans le film, qu'on n'a pas appris à l'école. Bien sûr. Je serais énervé si j'avais appris ça à l'école. Après, moi, j'ai eu un peu de chance, c'est suivant les profs. Moi j'étais à Lyon. Oui. Moi j'étais à Lyon et mon prof était pied noir aussi. Ouais. Et du coup il m'a raconté. C'est pas possible, il faut la Ils sont partout. Monsieur Pérez. Qui était pied noir et qui avait. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Et du coup il insistait un peu sur la d'Algérie. Il en parlait un peu plus. Oui, voilà, parce que moi je suis né à Sétif. Et à chaque fois, il me parlait de ça, il me disait le sétifien, etc. Les sétifiens qui conduisent mal, ils sont bien connus. J'ai pas le permis, moi je suis mieux là maintenant. Et donc, c'est souvent le prof sur lequel on tombe. Moi, le mien, il était pied noir et il parlait beaucoup d'Algérie. Mais il m'a pas parlé justement de cette histoire parce que je pense que. Mais peut-être même là, bien sûr. Alors, je termine là-dessus. Donc, je rappelle un instituteur du Var. Alors je dis, mais il faut que vous assistiez, vous avez la jeunesse de France dans les mains, c'est vous qui allez l'éduquer, qui allez la former. Et un institut du Var, qui est un bon Gaulois, très sympa, et qui me dit, mais monsieur Morin, vous êtes bien gentil, mais moi, dans ma classe, vous imaginez, on est à Paris, mais il faut savoir ce que c'est que dans le sud, où il me dit, monsieur Morin, dans ma classe, c'est presque à une virgule près, j'ai 1/3 de pieds noirs, de petits-fils de pieds noirs, 1/3 d'Algériens, donc de fils d'immigrés algériens dont les parents ou les grands-parents ont combattu la France avec le FLN, et puis 1/3 de fils de harkis, encore une autre histoire compliquée. Bon, il me dit, je leur apprends quoi? Comment je leur apprends cette histoire? Parce que l'histoire de la guerre d'Algérie, la libération de l'Algérie, vue par les pieds noirs qui habitaient dans les villes, 90% des pieds noirs habitaient dans les villes, vue par des enfants ou des petits-enfants de paysans algériens, 90% des Algériens vivaient à la campagne, sous la colonisation. Et puis les harkis, qui étaient aussi des paysans et qui ont été ballottés, un frère au maquis, l'autre frère dans la harka. Bon, comment je leur apprends l'histoire?
Voilà, donc c'est extrêmement compliqué, et heureusement qu'il y a des associations comme Au nom de la mémoire, comme Coup de Soleil, mais il faut, et heureusement que tu es là, parce que, excuse-moi, moi je le disais à Kaline quand elle m'a téléphoné pour me dire il faut absolument que vous regardiez ça, j'ai chialé, et ça a recommencé encore ce soir. Bon, il faut que les enseignants, que les cinéastes, que les écrivains, tout le monde doit s'y mettre. Moi, c'est fondamental. Mon public est jeune. Vous êtes, enfin, pas tous, hein, vous êtes aussi défendus. Hein, mais la plupart de mon public. Attention, il y a des jeunes qui ont un chèque de 20 000 euros qui est prêt. Tu savais pas qu'elle allait avoir un cours d'histoire, pourtant il y avait écrit débat. Hein. Et donc, ouais, je sais que mon public est un peu plus jeune et je touche une autre génération. Mais ça fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien à tout le monde. Et je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais le fait de le voir sur grand écran, on va essayer de travailler ensemble là-dessus. Il faut que beaucoup de gens le voient sur grand écran. Voilà. Il y avait aussi un débat, hein, il y avait écrit dessus. Moi j'ai trouvé ça très intéressant et c'est vraiment, vraiment je suis très content de vous avoir. Si vous avez des questions sur l'histoire, hein, plus pas sur le film, plus sur l'histoire, si vous allez en prendre ou les deux, hein, parce que ça va ensemble. Allez-y. On va pas plomber la soirée. Hein. Oui, Audrey Pirot. Non, mais parce que moi j'ai en fait, pourtant je parle bien fort. Oula. On ne le répétera pas. En fait, effectivement, le 17 octobre 61 est une conséquence de tout ce qui s'est passé avant et notamment la guerre d'Algérie. Et moi, dans ma scolarité, j'ai grandi dans le 93 et j'ai fait toute ma scolarité là-bas, je n'en ai pas entendu parler. Vraiment pas. Et du coup, c'est vrai que se pose vraiment la question pour les instituteurs, mais aussi les profs et les élèves, de se dire comment est-ce qu'on apprend l'histoire. Et je ne sais pas si aujourd'hui, et peut-être vous qui êtes plus à même de parler avec eux, comment justement en ayant conscience de ça maintenant, 39-45, ok, on a bien compris, 14-18, on l'a bien compris aussi, mais il n'y a pas que ces guerres-là. Et du coup, comment est-ce que maintenant ils vont pouvoir, avec tout ce qu'on porte, et parce qu'aujourd'hui il y a une notion de racisme qui est évidente, et finalement, en fait, moi qui ai 30 ans, donc je suis pas... T'as 30 ans ? Ouais, merde. Mais je suis entre les deux, quoi. Je comprenais pas tellement, en fait... d'où venait ce racisme qui pour moi n'existait pas, dans le sens où pour moi j'ai grandi avec tout le monde et du coup ça existe. Mais en fait je me rends compte que de toutes ces histoires-là portent aussi les racines du racisme. Et du coup pour traiter le racisme, forcément il faut qu'on parle de tout ça. Exactement. Et du coup quels peuvent être aujourd'hui les moyens pour justement lier un petit peu tout ça et donner du sens sans aller... taper sur la tête des gens, mais juste pour fédérer, quoi. La solution est très simple, ça s'appelle Jour de pluie. C'est un court-métrage je peux rebondir là-dessus parce que moi je crois beaucoup. Encore une fois, le rôle de l'éducation nationale est fondamental, mais là aussi ça me revient parce que quelqu'un l'avait dit dans ce fameux colloque dont je vous parle. Beaucoup d'enseignants nous ont dit, parce qu'on était quand même une trentaine d'intervenants, nous ont dit mais attention. Les programmes scolaires, c'est quelque chose, bon c'est bien, on avait la preuve, effectivement, c'était écrit dans les programmes scolaires officiels qui allaient enseigner, mais, si beaucoup d'enseignants, on l'a vu, il disait, Lang l'avait dit, on l'a vu pendant ces 3 jours, beaucoup d'enseignants sont gênés, tout le monde faisait référence un peu à cet instituteur qui lui avait parlé, il dit, mais, je ne sais plus qui l'avait dit, mais c'était très pertinent, il dit, mais vous savez, tant que ce type d'affaires n'a pas franchi les écrans à travers, à l'époque, c'était encore en 2000, la télé, le cinéma, si la meilleure façon de diffuser un peu cette connaissance dans l'opinion publique, c'est elle qui est importante. Si l'opinion publique n'y connaît rien et que personne, avec des coups de choc, avec un choc comme ce petit film, n'est sensibilisé à cela et a envie d'apprendre, parce que là, non seulement le film est beau, mais en plus, ça donne à tout le monde ici, j'en suis sûr, l'envie d'aller creuser, d'aller sur Internet. Voilà. C'est le but, voilà. J'ai eu des photos d'élèves qui ont pris en photo leur cours
Et les profs, il y a 3 profs qui ont diffusé Jour de pluie en Bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est beaucoup plus important que l'opinion publique et comment la toucher. Alors, je reviens au fondamentaux de Coup de Soleil, c'est vraiment le livre, le cinéma, et voilà, c'est la culture. Et si l'opinion publique bouge, à ce moment-là, le reste va bouger aussi. Des questions? J'arrive, je vais te donner le micro. Audrey, elle fait tout ce soir. La foule. Mais quel honneur! Ah, bah c'est moi l'honneur, oui. Il y a Zama. C'est moi l'honneur, non, c'est moi l'honneur. Il faut filmer ça. Bon bah je m'excuse parce que c'est pas vraiment une question, mais j'en profite voilà, de vous avoir. Il y a voilà, toute l'équipe et tout ça, vous remercier d'avoir fait ça. Alors moi j'arrive de loin parce que moi je viens de Guyane française, donc personnellement, quand on a appris l'histoire, on n'a jamais entendu parler de la guerre d'Algérie. Il n'y a que mon grand-père, parce que moi je suis métisse, donc mon père est blanc, ma mère elle est guadeloupéenne, donc elle est noire, donc c'est une autre histoire aussi, l'esclavage, etc. Donc voilà, il y a d'autres choses et ça c'est très peu enseigné aussi. Donc je comprends ta motivation de faire ça pour transmettre l'histoire que nous on nous a très rarement appris sur nos racines, d'être un peu perdu, mais en étant métisse, tu te retrouves avec des blancs qui te disent mais tu sais, genre t'es noir, le zouk. En plus t'as une tête d'arabe. Mais alors voilà, le truc trop drôle, c'est qu'à chaque fois on dit, en plus j'ai pas l'accent genre antillais, du coup ils me regardent, ils me font mais t'es rebeu du coup. Genre je me suis retrouvée la dernière fois avec un Guyanais qui m'a dit prouve-moi que t'es Guyanais. Genre la blague. Mais voilà, et c'est là où on voit qu'il y a des gens qui ont encore des choses à se prouver, il y a encore du racisme des noirs envers les métis, des blancs envers les noirs, etc. Et ça n'a pas lieu d'être. Regardez, les blancs se battent avec les noirs avec les arabes. Regardez ma tête, pourquoi on se bat tous ensemble? Noir et blanc, ça fait, regardez-moi. Donc c'est pas la peine de se battre. Finalement, elle est bizarre, hein, ce problème. Je voulais juste remercier parce que ça m'a donné envie de creuser. Et je suis fière de voir qu'on a pratiquement le même âge. J'ai 33 ans quand même, attention. Je suis oui, moi j'ai 28 ans. Tu vois. T'as vu que 33, on dirait pas. Vous changer. Jésus. On dirait que j'ai 15 ans, putain. Il va se retrouver avec un papier dans la poche et puis 30 ans après, il va aller la voir. Non mais c'est très important de dire ça parce que même après avoir sorti le court-métrage, j'ai reçu une avalanche de messages racistes. Pourtant, tout est clair. Tout est clair. Tout est clair. J'ai vraiment on vit ensemble. Il y a des Français qui cachent des Arabes. Ils se retrouvent plus tard. On voit qu'ils ont vécu ensemble. C'est la vérité aussi. C'est la vérité. C'est des vraies histoires. Et pourtant, j'ai Alain Soral qui m'a publié. J'ai eu des messages. Ah oui, Alain Soral a mis un truc très drôle. Il a mis incitation à la haine raciale en mettant le truc. Donc, on réglera malheureusement jamais le problème. Mais de faire ça, pour moi, je suis clair. Moi, c'est clair et net. Il n'y a pas de parti pris, il n'y a rien du tout, il y a juste du rassemblement. C'est le message. Et puis c'est la vérité en plus. Ça existe de partout. Si j'ai fait ça, c'est parce que ça existe vraiment. Combien de Chibani qu'on voit, des vieux Français avec des vieux Algériens qui ont vécu ensemble, peut-être en Algérie. Voilà ça, à l'usine, qui ont travaillé ensemble et qui sont ensemble. C'est la vérité. Mais eux, ils n'aiment pas cette vérité. Ils veulent pas de cette vérité. Du coup, on reçoit des messages et tout. Et je pense pas qu'on règle le problème. Mais au moins, on insuffle un peu des bonnes vibes. Après, moi, je trouve que c'est bien avec la nouvelle génération, enfin les plus jeunes, parce que nous, comme tu as dit, on est entre deux, et on est assez grand pour avoir la maturité, le recul, mais on est encore assez jeune pour encore les toucher, pour pas qu'ils nous prennent pour des vieux schnocks, entre guillemets. Et nous, on arrive à les faire rire, à les toucher, à leur envoyer des messages. Et c'est important que nous, déjà, on se renseigne sur notre histoire, déjà qu'on connaît peu. Alors, il faut aussi transmettre par l'humour. Et c'est fin. Moi, c'est vraiment pour ça que je voulais vraiment, et je pense que je parle au nom de tous, il y a beaucoup d'humour, du coup, ça adoucit le message. Mais le message, il est là. Et chez toi, chez Nicolas aussi, j'adore ses vidéos. Ouais, Nicolas Merlot, la barbe sur Internet. Bravo. Merci Nicolas, parce qu'en Guyane, tu as vu une vidéo sur ce qui se passe un peu en Afrique, etc. Et je peux te dire que là-bas, avec toutes les racines noires, etc., ça a été super apprécié. Allez voir ces vidéos là-bas. Voilà, vraiment. Donc ça voyage, les messages voyagent, et donc même si tu as reçu plein de mauvaises choses, voilà, ça fédère aussi énormément de très bonnes choses, et c'est pour ça que même s'il n'y avait pas de questions, je voulais en profiter pour le dire. Voilà. Merci à tous. Je crois qu'il faut prendre des petits points comme ça pour y arriver. Quoi. On va essayer de continuer. En tout cas, j'aimerais vraiment remercier tout le monde. Merci d'être venu. Merci à vous. Vraiment, merci en tout cas. J'aurais pu vous écouter des heures, mais il y en a qui s'impatientent. Sur la tête de ma mère. Non, juste moi je voulais terminer en vous
vous racontant ce que je fais par ailleurs, parce que je fais pas que ça, mais quand je fais ça, j'interviens dans les collèges et les lycées. Donc on intervient, Mehdi Lalaoui, moi, souvent moi parce qu'il est toujours en tournage dans la Nouvelle-Calédonie tout à l'heure, il est encore à l'heure où je parle, je sais pas où il est, enfin il est encore... Il n'est pas rentré dans l'avion du Premier ministre, là, non? Non, il est allé après, là il est allé après. Lui il va voir les Kanaks, il va pas voir autre chose. Et j'interviens dans les collèges et les lycées, donc dans les classes où on enseigne les conflits, effectivement, où au cours d'histoire il y a les conflits. Et on passe le silence du fleuve. Et je me disais, en le voyant l'autre soir chez moi, que la prochaine fois, on passera celui-là. Voilà. Apporter quelques livres tournant de la mémoire qui sont des histoires dont j'évoquais tout à l'heure pour peut-être aller plus loin dans la connaissance du 17 octobre 61. Il y en a quelques-uns là. Ils sont en vente, mais ils ne sont pas au prix libraire, ils sont la moitié du prix libraire. Donc si, voilà. Le monsieur, il a son si vous avez un budget, si vous avez envie, et puis sinon on s'arrange. Voilà, il y a quelques livres si ça vous intéresse. Merci beaucoup. Merci au Ceux qui veulent faire des photos, etc., on se met là, tout le monde, allez-y, vraiment avec grand plaisir. On fait des photos avec grand plaisir, des selfies pour Internet.